Polysécure, épisode PME. Je suis accompagné de Sarine. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Aussi. Comme c'est ta première présence, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sarine Bedrosian. Ça fait un petit peu plus que 4 ans que je suis formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité chez Cyclic. Puis, j'ai un background quand même assez atypique dans le sens où j'ai commencé avec 3 ans de psychologie. Puis, après ma dernière année, je me suis dit, ouf, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai fait comme une espèce de dépression académique. Donc, j'ai condensé pour quand même avoir un diplôme que j'ai pairé avec la criminologie, qui est une de mes passions. Donc, j'ai eu un bac, puis je me suis lancée après dans la cybersécurité parce que j'ai commencé à recevoir des messages frauduleux. Puis moi, très curieuse dans la vie, je me suis dit, OK, ben, je veux comprendre pourquoi. C'est là que j'ai découvert donc la cybersécurité. J'ai vu qu'il y avait des parcours chez Polytechnique, donc à l'université. Et je me suis dit, bon, ben, je vais me lancer là-dedans. Puis ça fait 4 ans maintenant que je travaille en cyber. C'est un parcours très, très intéressant, comme tu dis, atypique, mais c'est probablement les parcours les plus intéressants en cyber parce qu'ils amènent un mix de connaissances qu'on a de besoin justement parce qu'on est dans un domaine comme celui-là. Aujourd'hui, tu veux nous entretenir sur l'intelligence artificielle, qui a beaucoup d'espace et il y a beaucoup de choses à savoir et à faire attention. Puis je vais te laisser commencer avec ça. Oui, en fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on parle souvent comme si c'était seulement un outil technologique, mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Dans le fond, l'IA, ça touche déjà nos façons de travailler, nos façons de communiquer, nos réflexes de sécurité, etc. Puis ça change même la manière dont les fraudeurs vont approcher leurs victimes. Donc, pour moi, l'objectif, c'est pas de dire que l'IA, c'est bon ou c'est mauvais. L'outil en soi, c'est pas le problème. Le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on l'utilise, c'est le contexte dans lequel on l'utilise, puis c'est surtout aussi le niveau de vigilance qu'on va garder. Puis c'est surtout ce qu'on fait dans nos formations chez Cyclic, c'est qu'on revient souvent à cette idée que l'IA, ben, ça peut faire gagner énormément de temps parce que je pense que tout le monde le sait, ça peut aider à rédiger, à résumer, à structurer, ça automatise aussi certaines tâches, mais quand on l'utilise sans encadrement, ben, c'est là que ça peut créer des risques très concrets. Donc, le partage de renseignements personnels, la perte de contrôle des données, des erreurs, etc. Donc, ça, c'est vraiment dans un cadre très professionnel au niveau des pratiques professionnelles. Puis du côté surtout des cyberattaques, c'est la même chose. Les fraudeurs n'ont pas changé de nature. Ils utilisent les mêmes leviers. Donc, vous savez, la peur, l'urgence, la curiosité, la confiance, la serviabilité. Mais ce qui change avec l'IA, c'est que ben, ça peut aller très, très vite. Ça vient personnaliser davantage. Ça rend même les scénarios très crédibles. Donc, c'est un petit peu de ça que je voulais parler aujourd'hui. 3 grands axes de l'IA. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que tu as justement commencé avec les cyberattaques, qui est un axe très, très intéressant et qui nous Mhm. amène justement au fait d'amplification, comme on a nous-mêmes d'une capacité d'accélérer notre travail avec ces outils-là. Les méchants ont la même capacité que nous. Et ils vont plus utiliser la fâcheuse manie que l'intelligence artificielle a de vouloir être racoleuse, en anglais plus sycophante, et vouloir nous plaire. Donc, elle va favoriser encore plus ces axes-là. Donc, je te laisse aborder cette première facette. Oui, je suis vraiment d'accord. En fait, quand on parle d'IA puis de cyberattaque, faut pas imaginer seulement des attaques ultra techniques, robotisées, tu sais, des robots qui piratent tout seuls. En fait, dans beaucoup de cas, l'IA vient surtout amplifier, donc, comme je l'ai mentionné, les méthodes qui existent déjà. Donc, l'hameçonnage. On va prendre un exemple. Avant, on pouvait repérer un faux courriel tellement facilement. Tu sais, les fautes d'orthographe, les tournures un petit peu étranges, le logo qui est mal placé, c'est le message vraiment très, très générique. Mais aujourd'hui, avec l'IA, le fraudeur va simplement générer un message qui est extrêmement bien rodé, beaucoup plus propre, très bien écrit, puis encore plus crédible. Et généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont adapter aussi à la personne ciblée. Comment est-ce qu'on cible ces informations? Ben, faut garder en tête que Internet, c'est un peu comme un casse-tête. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on partage des informations, on sait les événements auxquels on a participé, on sait le nom des collègues, des amis, on sait ce qu'on a mangé à midi, là où est-ce qu'on a voyagé. Puis tu sais, sur LinkedIn, par exemple,
on connaît encore une fois les collègues, les publications d'entreprise, les conférences. Donc, pourquoi est-ce que je dis qu'Internet est un puzzle, un casse-tête? Parce que, ben, on va déposer plein de types d'informations sur Internet et les fraudeurs, avec l'IA, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller vraiment rechercher toutes ces informations-là pour après ben, personnaliser encore plus le message. Donc, on explique justement que faut faire attention à ce qu'on publie parce que ça peut être utilisé à notre insu. Puis ça m'amène, ça me fait penser au deepfake, tu sais, l'hypertrucage, puis le clonage vocal. C'est plus de la science-fiction. Les fraudeurs vont utiliser des images, des vidéos, des extraits aussi audio qui sont disponibles en ligne pour pouvoir créer une image, une vidéo qui imite quelqu'un, mais de façon tellement bien, dans un contexte professionnel. On peut imaginer un faux message vocal d'un dirigeant, une fausse vidéo, un appel, puis même dans un contexte un petit peu plus personnel. Donc, c'est des fraudes qui sont très bien rodées parce que je reçois un appel d'une personne de mon entourage. C'est la voix. C'est exactement la même voix de la personne, sauf que c'est un robot, en fait. Ça, c'est des informations qu'ils ont réussi à trouver sur les réseaux sociaux. Oui. Puis Ouais, ça, oui, vas-y. on en a des cas réels. Là. Ça, c'est ce que tu mentionnes, c'est plus genre très loin de la maison. Ça se passe à Ouais, c'est Montréal, ça. ça se passe à Québec. Il y a des cas documentés à l'heure actuelle d'usage plus de la voix que du vidéo. Que des vidéos sont plus des cas un peu plus limite encore, plus pour des fraudes de plus gros montants. Quand Ouais. à la fraude audio seulement, elle est beaucoup plus facile d'accès. Puis on l'a vu même dans des cas d'enfants ou dans des cas de fraude des grands-parents, notamment, dans lesquels sont beaucoup plus faciles à tromper et à faire croire que c'est vraiment nous et c'est pas vraiment nous finalement là, qui ça. Et l'autre aspect à ça qui est intéressant, comme tu parles de puzzle, je trouve ça très intéressant cette image-là. Ce morceau de puzzle-là fait que quand le fraudeur va arriver, va présenter soit dans un message audio ou même un appel téléphonique, va être capable de répondre à des questions dans lesquelles on Mhm. pourrait genre avoir spontanément juste poser une question pour tester si l'autre personne est vraiment la bonne personne. Mais comme la plupart des informations sur nous maintenant sont ad nauseam sur Internet, c'est facile pour eux d'utiliser l'intelligence artificielle pour regrouper et de pouvoir répondre de façon légitime et plausible. Oui, c'est clair. C'est pour ça que je mentionne, en fait, si on veut authentifier la personne, il faut poser une question, mais faut pas poser une question du style c'est quoi mon repas préféré parce que probablement on l'a publié sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment poser une question qui est très pointilleuse du style il faut vraiment y penser là. Je sais que moi, par exemple, avec mes parents, on a un mot en arménien qui fait en sorte que je sais que personne le connaît. Donc, il faut vraiment que ça soit une question très nichée pour éviter qu'on puisse la retrouver sur Internet. Et ça, c'est vraiment important. Euh, mais oui, c'est ça. Donc, c'est de garder en tête que l'Internet, c'est un casse-tête, puis on dépose en fait nos petites pièces de puzzle partout sur Internet. Euh, puis, tu sais, le danger, c'est pas seulement la technologie, en fait, c'est vraiment le réflexe humain qu'elle va déclencher. Donc, quand on croit reconnaître une voix, un visage, un style d'écriture, c'est là qu'on va baisser un petit peu plus notre garde. On va se dire, c'est mon patron, c'est ma collègue, c'est un fournisseur, c'est mes parents, c'est mon frère, c'est mon ami. Puis c'est précisément là que la fraude veut nous amener. Puis dans mon message principal sur les cyberattaques, ça serait vraiment l'IA ne crée pas nécessairement de nouvelles émotions chez les victimes. Ça va rendre simplement les manipulations beaucoup plus crédibles. Ça va permettre aussi aux fraudeurs de produire plus vite, de mieux personnaliser, de réduire les signaux. Donc, la bonne réponse, c'est pas de devenir parano, c'est vraiment de renforcer nos réflexes de validation. C'est dès que j'ai quelqu'un qui me demande quelque chose de sensible, donc un paiement, un changement bancaire, un accès, puis même un petit peu plus personnel, donc un partage de données, une information identitaire, c'est vraiment juste de valider par un autre canal, puis de s'assurer que je parle à la bonne personne, puis c'est d'identifier avec ces fameuses questions-là. Euh, une phrase simple que j'aime beaucoup répéter, c'est plus la demande est urgente, plus je ralentis, parce que l'urgence, c'est souvent un outil de manipulation. Donc, Très efficace d'ailleurs. Très efficace. Et justement, ralentir, c'est un des points importants. Ce qui est ouais. encore heureux, c'est que la fraude s'est juste améliorée sur l'emballage, mais l'état de la fraude elle-même, c'est-à-dire les demandes qui sont faites, sont encore toujours suffisamment hors normes qu'on est capable
encore de se fier au fait que d'aller acheter des cartes Amazon ou des cartes Apple ou des cartes de ce type-là pour notre patron, par exemple, ou pour notre grand-mère qui a besoin, ou pour notre petit enfant qui a besoin urgemment de payer quelqu'un en carte Amazon. On est encore dans un univers où ça, c'est encore des bons signaux que c'est une fraude et le ralentissement nous aide à repérer ces éléments-là, heureusement. Et ça, je suis content. Ils sont juste améliorés sur l'emballage et pas encore sur. L'objectif sont pas encore très subtils, mais ça aussi, ça tend à changer. Exact, exact. Donc, il faut juste être très, très vigilant. Puis l'autre côté de la médaille, c'est que l'IA n'est pas seulement utilisée par les fraudeurs. On s'entend que c'est utilisé par nous, en fait, au travail, parfois même tous les jours. Puis les risques sont différents, mais tout aussi importants. Fait que c'est là que je voulais embarquer avec mon deuxième axe, puis au niveau de nos pratiques professionnelles. Dans un contexte professionnel, l'IA c'est tellement utile. On peut l'utiliser, comme j'ai mentionné, pour reformuler le texte, préparer une structure de document, résumer les réunions, générer des idées, etc. Ça va vraiment nous faire gagner du temps sur des tâches répétitives. Mais le piège, c'est de voir l'IA comme un collègue parfait. L'IA produit quelque chose qui a l'air professionnel, clair, convaincant, mais clair ne veut pas dire vrai. C'est convaincant. En fait, convaincant ne veut pas dire exact. Puis bien écrit, ça ne veut pas dire approprié. Ça, c'est une distinction vraiment importante à avoir parce que un outil d'IA ne réfléchit pas comme un humain. Il comprend pas réellement le contexte comme nous. Il produit une réponse probable à partir de données, de la consigne ou du contexte qu'on va lui donner. Donc, il peut générer une réponse très fluide, mais qui contient quand même une erreur, une approximation, une source complètement inventée. Puis c'est ce qu'on met de l'avant aussi, c'est ce qui est expliqué dans nos formations, c'est les hallucinations. Tu sais, je sais pas si tu vois c'est quoi l'hallucination IA. Mais en fait, une IA peut générer une information toute fausse qui est donc inventée, tu sais, c'est approximatif, tout en la présentant comme étant correcte. Euh, donc, c'est Ouais, vraiment... c'est l'aspect très fascinant à quel point il est convaincu des mensonges qu'il va nous relater ou des C'est hallucinations ça. qu'il va donner. Il donne avec une très grande conviction. Ça fascine. Puis c'est ça qui vient probablement mélanger les gens ou descendre la garde là aussi. Ça semble être bien énoncé, donc ça doit être vrai. Et il faut à ce moment-là vérifier encore plus. Moi, j'utilise le terme plausible pour expliquer les Mhm. hallucinations. Est-ce que la réponse, elle est plausible, mais est-ce qu'elle est vraie? C'est deux choses très, très différentes. C'est des rappels que je trouve importants. Puis même à ce jour, il y a encore, au moment où on enregistre, des cas documentés de gens, notamment des avocats, qui présentent des dossiers en cours. En Ouais. 2026, après plusieurs cas connus, documentés, ça continue encore. Les jeunes ne semblent pas vouloir apprendre qu'il faut Erreur. faire quand même un peu de travail. On délègue pas 100% de notre travail, on délègue une partie, mais on demeure quand même responsable et c'est un peu ce que tu dis, là. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis je donne toujours cet exemple en fait, puis ça montre à quel point est-ce que les humains sont devenus de plus en plus dépendants à la technologie. Mais c'était aux États-Unis, il y avait eu un incident qui était arrivé. C'est avec un GPS qui avait mal calculé la route, puis les gens en fait faisaient aveuglement confiance au GPS. Donc tu sais, ils étaient en route vers je sais pas où, puis le GPS en fait allait vers une route qui était inondée. Mais bien que les individus voyaient qu'il y avait des panneaux qui mentionnaient que c'était inondé, qu'il fallait pas passer, encore une fois, cette confiance excessive au GPS a entraîné malheureusement des incidents. Et là, si on prend cet exemple puis on le met dans un contexte professionnel, c'est ce qui arrive dans le fond presque tout le temps. Puis c'est pour ça que dans les pratiques professionnelles, il faut garder le principe simple que l'IA peut m'assister, mais ça ne doit pas remplacer mon jugement. Euh, si je lui demande de rédiger un courriel, je dois le relire. Si je lui demande de résumer un document, je dois vérifier si le résumé reflète vraiment le contenu. Parce que vous savez, dans notre interface, dans notre environnement IA, quand je pose une question, puis après je change de chat, puis je pose une autre question, c'est possible que ils prennent les informations d'un ancien chat. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Si je lui demande une information juridique, financière ou technique, je dois valider parce que c'est très probable que l'IA ne connaisse pas exactement la bonne réponse. Donc, Puis c'est je peux te vérification. confirmer, en tout cas,
À Ouais. l'automne passé, je ne sais plus si ça peut avoir changé depuis, les avocats avec qui j'avais parlé disaient que 100% des citations qui sont faites par l'IA sont fausses, sont Mmh. inventées. Et c'est même pas genre une de temps en temps qui est exacte, c'est 100% Ouais. inexact. Ceux qui avaient testé, donc pour eux, avaient abandonné à l'usage parce qu'avec la rigueur professionnelle qu'on espère de la plupart des avocats, font la Ouais. vérification, ils l'ont testé, puis à l'automne dernier, il n'y avait pas encore une Oui. assurance suffisamment élevée pour un usage professionnel. J'ai amené une autre facette par rapport à ce que tu mentionnes, notamment les résumés de texte. Je Oui. l'utilise énormément parce que j'ai beaucoup, beaucoup de volume d'informations que je dois lire. Et je le fais en deux facettes et ça me démontre à quel point c'est trompeur, ces résumés-là par l'intelligence artificielle. Fait que je fais toujours je lis en premier lieu le résumé et ensuite Mmh. je vais lire rapidement le texte. Et c'est là que je vois à quel point il escamote beaucoup de contenu, qui passe à travers des choses. Et des fois, il ne retient pas les bons points qui seraient importants. L'importance des choses à retenir n'est pas encore maîtrisée, au sens où ma lecture rapide va être capable d'aller repérer un certain nombre d'informations qui, à mon sens, sont plus pertinentes. Et si je m'étais basé que sur le résumé, j'aurais manqué des éléments très importants dans le contexte du texte. Ouais, c'est super, super intéressant. Puis tu sais, il y a un autre point important qu'il faut mettre de l'avant, c'est que c'est pas parce que l'IA l'a généré que la responsabilité disparaît. L'organisation ou la personne qui utilise le contenu demeure responsable du contenu généré. Puis tu sais, on a plusieurs conséquences possibles malheureusement quand on n'a pas ces vérifications. Tu sais, une atteinte à la propriété intellectuelle, on peut avoir des diffusions d'informations inexactes, atteinte à la vie privée aussi. Bref, il y en a plein là même des enjeux réputationnels. Donc, tu sais, la vérification, c'est tellement, tellement important. Un peu comme les cyberattaques. Faut vérifier. Même chose donc dans un contexte pratique professionnel, il faut juste tout le temps vérifier puis s'assurer que ce que j'ai devant moi, c'est du contenu qui est réaliste et qui est bien. Puis au niveau de la question de propriété intellectuelle, on a parfois l'impression que le contenu généré par l'IA est entièrement nouveau. Puis en réalité, ben, c'est produit à partir de modèles entraînés sur de grandes quantités de données. Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement une copie, mais ça ne garantit pas que c'est entièrement original ou libre de droit dans tous les contextes. Donc, quand on utilise l'IA pour créer un texte, une image, une présentation, une publication, il faut se demander, est-ce que je peux vraiment utiliser tel quel? Est-ce que c'est adapté selon mon contexte? Est-ce que c'est trop proche d'une œuvre qui existe déjà? Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette problématique-là. Donc, ce que je recommande, c'est de voir l'IA vraiment comme un brouillon intelligent. Ça peut me donner une première version, ça peut m'aider à relire, à adapter, mais moi, je dois toujours rajouter mon contexte. Je dois rajouter aussi mon expertise. Euh, Plus le contexte est sensible, officiel, public, ben, plus la vigilance, en fait, doit augmenter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Tout simplement. Énormément. J'aime beaucoup l'aspect quand même au niveau du droit d'auteur, effectivement. Mhm. Il y a des cas documentés où il y a de l'information protégée qui apparaît dans les documents qui sont générés. Donc, toute l'importance de Ouais, réviser, de rajouter notre couleur au document toujours. Toujours maintenir exact. l'aspect original. Et je rebondis sur l'aspect original et droit d'auteur parce que la Cour, notamment aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde aussi, a déclaré que les œuvres faites à partir d'intelligence artificielle ne sont pas protégées par le droit d'auteur parce que la loi sur le droit d'auteur stipule qu'il faut que ce soit un contenu humain, qu'il y ait une production Humain. humaine qui est associée à Ouais. ce genre de choses-là. Donc, si vous produisez du contenu qui est 100% ou majoritairement produit par l'intelligence artificielle, celui-ci est de facto libre de droit, puisque Mm. l'intelligence artificielle il n'y a pas de droit de propriété associé à la génération de ça. Il y a les deux aspects à considérer là-dedans qui sont très importants. Puis, dans la plupart de notre travail, il y a beaucoup de contenu qu'on produit qui devient la propriété de notre patron, de l'entreprise où on travaille ou de notre client. Donc, incidemment, si ce travail-là n'est pas protégé ou protégeable, on a aussi des conséquences professionnelles qui peuvent être non négligeables en l'occurrence. Mais c'est ça. Je suis 100% d'accord. Puis donc c'est pour ça que tu sais ça aide beaucoup. Mais en fait faut juste moi ce que je dis tout le temps c'est que on est allé à l'université, on est allé à l'école, on a des diplômes. L'IA en fait a absolument rien. Tout ce qu'elle a fait c'est qu'elle est capable de copier dans le fond. Donc c'est de faire attention. Donc
Bref, il y a le contenu que l'IA va produire, mais il y a aussi ce qu'on donne à l'IA. Puis souvent, le plus grand risque, c'est pas seulement la réponse qu'on obtient, c'est vraiment l'information qu'on a copiée dans l'outil pour obtenir cette réponse. Puis c'est là que j'arrive avec mon troisième axe au niveau de la sécurisation des outils. Parce que quand on parle de sécuriser les outils d'IA, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je suis en train de partager avec l'outil? Parce que, tu sais, on sait tous qu'un outil comme ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude ne fonctionne pas dans le vide. Quand on lui donne une consigne, un texte, un document, une information à analyser, ben, ces données vont être traitées par des serveurs de fournisseurs. Ça reste pas simplement sur notre ordinateur. Puis selon bien sûr les outils, ça dépend bien sûr du type de compte, des paramètres, puis de l'environnement qui est utilisé. Ben, les données peuvent être traitées. Je dis bien peuvent parce que ça dépend. Ça peut être conservé, ça peut être utilisé pour améliorer le service. Puis ça peut être aussi soumis à des règles de gouvernance. C'est pour ça que faut faire une grande distinction entre un compte personnel et un compte professionnel. Il y a vraiment un gros gap entre les deux. Généralement, je vais rajouter, c'est même plus que ça. Tu as même un troisième niveau de compte. Je ne sais pas où dans tes définitions vont tomber exactement parce que le compte perso semi-gratuit ou quasi gratuit, c'est une chose. Le compte pro qu'on paye, c'en en a un autre. Il y a les comptes entreprises qui sont à l'autre bout du spectre et probablement que tu dois assimiler sur les pros à entreprises parce que les règles d'utilisation sont beaucoup plus sévères sur entreprise. Exact. Pro, c'est moyen. Puis perso, c'est livre de droit pour les opérateurs. Ouais, exact. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, le compte personnel, qui est souvent gratuit. Ça, c'est à titre individuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'encadrement d'organisation. Les paramètres sont laissés par défaut. Puis la gestion des données aussi, ça va vraiment dépendre beaucoup de l'utilisateur versus, puis avoir un compte personnel dans un contexte professionnel, donc dans un contexte organisationnel, c'est pas idéal parce que si on copie des renseignements personnels, donc des données de clients, des informations financières, cette information-là ne m'appartient plus. À l'inverse, comme tu le mentionnais, un compte professionnel, donc plus les comptes business entreprise, là c'est vraiment gouverné par plusieurs types de gouvernance, en fait, des paramètres centralisés, des contrôles administratifs, des gestions d'accès. Donc, c'est sûr qu'il y a un risque, mais c'est vraiment un risque qui est diminué. Puis il faut faire aussi attention parce que moi, par exemple, mon ChatGPT, j'ai le ChatGPT Plus, je paye, mais ça veut pas dire que c'est plus sécurisé. Ouais, ben c'est là où je faisais la nuance parce que le pro, parce que moi, parce qu'il s'appelle pro en général, c'est ça qui a mélangé les gens parce que d'un point de vue vocabulaire, c'est vraiment le modèle pro chez Claude, chez ChatGPT, les autres. Et cette version-là, même si elle est payante, est soumise à des contrats beaucoup plus lousses, point de vue opérateur. Ils peuvent ou peuvent pas utiliser les données. Il y a des règles qui sont quand même là. Il faut les lire, c'est plate à lire, mais celle-ci, il y a quand même une petite meilleure protection, mais c'est pas comme les comptes entreprises qui, eux, sont par des contrats rigides et beaucoup plus encadrés qui protègent davantage. Comme tout service infonuagique d'ailleurs sont de niveau entreprise, donc avec le même degré de protection que les autres n'ont pas. Et les autres, surtout dans les comptes pro, il faut aller configurer nous-mêmes manuellement le fait que nos données ne sont pas utilisées pour l'entraînement, qu'on veut pas ci, on veut pas ça. Fait que ça prend une certaine connaissance pour aller se protéger nos informations contre l'appétit de ces compagnies-là. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Je suis bien d'accord. Puis il y a aussi une fausse impression de sécurité. Il y avait quelqu'un qui me demandait en formation, qui me disait que mon outil en fait est intégré dans mon environnement de travail, donc c'est plus sécuritaire. Donc tu sais par exemple, on va avoir dans Teams, dans Word, dans Outlook ou Google Workspace, on peut avoir des outils IA qui sont intégrés à même ces plateformes-là. Sauf que c'est pas automatiquement sans risque. Un outil intégré, ça peut même avoir beaucoup plus d'informations. Tu sais, on a les courriels, on a les documents, on a les réunions, les fichiers partagés. Donc la vraie question, c'est pas seulement est-ce que l'outil est connu, mais plutôt à quoi est-ce qu'il a accès? C'est quoi les paramètres qui sont activés? Qui peut voir les résultats? Est-ce que l'organisation l'a approuvé? Est-ce que les données sont sensibles? Donc, même un outil qui est intégré à même l'environnement,
faut avoir des balises, il faut vraiment mettre des règles claires pour éviter tout type de problématiques. Oui, Euh, puis c'est ça, c'est un peu c'est embêtant pour les utilisateurs finaux parce que on vient leur bosser ce fardeau-là. Bon, l'exemple le plus courant, c'est Copilot dans tout ouais, l'environnement M365 qui est vraiment intégré partout. Et ce que tu oui, mentionnes est très important. Et la nuance, elle est malheureusement pas visible à l'utilisateur final parce que ça va dépendre de la licence qui est utilisée. Et généralement, ce que c'est le département TI qui connaît cette information-là et qui ne communique pas bien cette information-là. Ça, il y a une vacuité au niveau de l'information qui permet de prendre une décision éclairée pour l'utilisateur final, savoir est-ce que c'est dangereux ou c'est un outil entreprise qui est balisé correctement et qu'il n'y a pas de conséquences, ou en tout cas, il y a moins de risques de mettre des informations business à l'intérieur que si on utilise une version qui est personnelle. J'ai l'impression que la plupart des copilotes qui sont intégrés dans Edge ou les Gemini dans Chrome sont régis par des licences grand public. Donc, c'est comme si on envoyait sur Google l'engin de recherche. C'est aussi libre d'accès que ça, là, en France. ouais, ouais, c'est clair. Puis tu sais, il y a un autre enjeu aussi, c'est avec les renseignements personnels. Si je copie dans un outil d'IA le nom d'un client, son dossier, son état de santé, ses informations financières, une plainte, bref, tous des renseignements qui sont confidentiels, je dois me demander si j'ai réellement le droit de le faire. Puis au Québec, on a la fameuse loi 25. Si des renseignements personnels sortent du cadre prévu ou sont traités par un fournisseur externe, faut réfléchir à toutes les obligations qui sont applicables, aux risques, puis aux lieux de traitement aussi. Et bien sûr, les mesures de protection. Donc, tu sais, c'est très possible aussi que ce client n'a jamais donné son consentement à ce qu'on mette ces informations dans un outil IA. Fait faut penser à tout ça. Il faut vraiment avoir des règles claires dans un contexte organisationnel. Il faut sécuriser son utilisation, puis il faut aussi avoir quelques réflexes. Les réflexes, en fait, les meilleurs qu'il faut avoir, c'est déjà de un, c'est de pas copier de renseignements personnels confidentiels dans l'outil. Ensuite, c'est d'utiliser des outils professionnels autorisés par l'organisation, puis éviter les comptes personnels. Après, c'est de vérifier aussi les paramètres de confidentialité, notamment l'historique, l'utilisation des données pour l'entraînement, les options de partage, puis les accès aussi qui sont accordés. Puis aussi, il faut se doter de règles internes claires. Il faut avoir des politiques claires qui mentionnent mais c'est quoi les outils qui sont permis, pour quel usage, avec quelles données, dans quelles limites pour éviter tout type d'incident de confidentialité loi 25. Puis, ce qui est important aussi, c'est de ne pas laisser les employés deviner seuls. Parce que si l'organisation ne donne pas de cadre clair, ben, les gens vont quand même l'utiliser. Donc, ils vont quand même utiliser leur propre outil, un peu chacun à sa façon. Et c'est là que les risques vont commencer à augmenter. Euh, Donc, Ouais, c'est ça, la communication est très importante vraiment. pour être sûr que les employés et les bons outils, on l'a mentionné avec le fait de l'intégration, Mhm. vient rajouter un peu de confusion dans la tête des gens parce qu'ils ne savent pas à quel point c'est autorisé ou pas, ou si l'outil en question est protégé ou pas. Puis des Ouais, fois, même le copilote intégré n'est pas autant protégé qu'on peut l'espérer. Donc, on est dans un exact. contexte où il faut vraiment donner des signaux clairs pour aider à prendre une décision éclairée de la part des gens et les éduquer aussi à comprendre qu'on peut pas envoyer n'importe quoi. Là, il y a eu un petit brassage médiatique sur loi 25 avec l'intelligence artificielle dernièrement, justement pour Mm, faire un petit rappel que ce qu'on y envoie, puis tu l'as bien très bien mentionné, le lieu de traitement, 99% des IA sont aux États-Unis. Donc, dès exact. lors, on sort les données du territoire et là, on a des obligations, loi 25, qui sont spécifiques à cette obligation-là. Donc, on peut pas, il faut le réfléchir en Ouais, conséquence et prendre des choix éclairés. Puis l'autre exemple exact. que j'aime bien nommer, si vous n'êtes pas prêt à mettre sur Facebook l'information, vous n'êtes peut-être pas prêt à la mettre dans l'intelligence artificielle non C'est ça. plus, en Je termes dis quelque de chose. choses. Ouais. Nous, on dit si t'es pas à l'aise de donner cette information à un inconnu, le donne pas à l'IA. Fait que je te rejoins beaucoup dans cet exemple. Mais si je devais résumer en fait tout ça en une idée, je dirais que l'IA
c'est un outil puissant, mais pas magique. Ça peut nous aider énormément, mais ça demande beaucoup de jugement, de validation, d'encadrement. Puis, tu sais, du côté des cyberattaques, ça rend, oui, les fraudes beaucoup plus crédibles, plus rapides, plus personnalisées. Puis du côté professionnel, ça améliore notre efficacité, mais ça peut aussi générer des erreurs. Donc, mon message final serait faut pas avoir peur de l'IA, mais faut pas non plus l'utiliser les yeux fermés. Faut une posture équilibrée. Il faut, oui, de la curiosité, de la prudence, mais aussi de la validation. Donc, l'IA, c'est excellent comme assistant, mais ça ne remplace pas le jugement humain, ni les règles internes, les bons réflexes en cyber aussi. Fait que ce seraient mes grandes lignes Oui. pour aujourd'hui. Ouais, je te remercie énormément pour ce partage-là. Ça permet justement d'éclairer 3 axes très importants Mhm. que je crois que les gens ne sont pas assez éveillés encore. La technologie, elle avance vite. On n'est pas habitué d'avoir une adoption aussi rapide que ça. Donc, je pense que les gens n'ont pas encore pleinement maîtrisé la portée de ce qu'ils font Ouais, dessus. Je pense que c'est important de marteler ce message-là pour que les gens l'utilisent, mais de la bonne façon. Bref, ouais. merci énormément. Merci à toi. Puis, à voir. Tu sais, l'IA, ça avance vite, donc il faut toujours aussi s'instruire au changement, c'est important. Oui, merci. Merci beaucoup.